faire. Vous m'entendez sans micro? Bien. Bien, bonjour, merci d'être venu. Je suis particulièrement heureux d'accueillir aujourd'hui Arno Münster, qui est donc philosophe et spécialiste d'Ernst Bloch. Et en général, on peut dire que Ernst Bloch est aussi un spécialiste de toute la philosophie du XXe siècle, dans la mesure où il a travaillé aussi sur Adorno, sur Sartre, sur Heidegger, naturellement. Et je voudrais dire la chose suivante, c'est que je connais le nom d'Arno Münster depuis 1985, depuis un article du Monde qui m'a fait connaître Ernst Bloch, la première fois que j'entendais parler de ce philosophe, et je ne savais pas que Ernst Bloch avait autant écrit sur la musique et que sa philosophie, eh bien, était centrale aujourd'hui pour une question qui est décisive, la question de l'utopie. Question de l'utopie qui a donné lieu à si vous vous intéressez, un petit livre de La Cité de la musique, où il y a un article d'ailleurs de Bernard Sèvres, qui est venu donner une conférence il y a quelques semaines, ici. Bernard Sèvres qui parle beaucoup d'Ernst Bloch et d'esprit de l'utopie. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que présenter Arno Münster, et qui écrit énormément des livres sur Bloch, je peux dire que biographie et analyse de la pensée. Sur Adorno, je peux dire que si vous vous intéressez à Adorno, c'est l'un des meilleurs livres, l'un des plus clairs qui ait été écrit en français sur Adorno. Et très franchement, Adorno étant un auteur extrêmement complexe, on peut dire que grâce à Arno Münster, on a une introduction extrêmement précise et fiable. Et je voudrais signaler le dernier ouvrage d'Arno Münster, Principe Espérance, Principe Responsabilité, qui vient de sortir il y a quelques semaines aux éditions Bordelot, qui étudie non seulement Ernst Bloch, mais Hans Jonas et Gunther Anders, qui n'était pas seulement l'époux d'Hannah Arendt, mais aussi un philosophe. Et je dois dire que la pensée de l'utopie est absolument centrale quand on s'intéresse à la musique, non seulement à la musique du XXe siècle, mais à la musique des siècles précédents. Parce que cette utopie, ce désir d'autre chose, se manifeste dans toute une série de domaines de la pensée humaine, mais, et Arno Münster va le développer, particulièrement en musique. D'où l'intérêt pour nous, musiciens, musicologues, ou venant d'autres disciplines, de nous intéresser aux formes de la manifestation de l'utopie, parce que à travers cette réflexion philosophique, nous avons accès à l'une des problématiques majeures de la musique, c'est-à-dire son sens. Qu'est-ce que signifie la musique? Pourquoi les grandes œuvres intéressent tant les publics et pourquoi ont-elles un écho à différentes époques? Ces questions, ce sont des questions qu'a abordées Ernst Bloch et qu'il faut connaître avant de se tourner vers l'analyse des œuvres que chacun étudie dans son champ d'études. Voilà, je voudrais remercier Arno Münster d'être venu. Je suis particulièrement ému de le recevoir aujourd'hui parce que c'était un nom pour moi intimidant que j'ai contacté seulement l'été dernier, au début de l'été, pour le colloque sur la musique et l'utopie qui a eu lieu en décembre et auquel quelques-uns d'entre vous ont assisté. Et Arno Münster, qui m'impressionnait, s'est révélé tout à fait charmant et très 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 ouvert, très disponible.
Et son intervention à Marseille en décembre a été si magnifique qu'on ne pouvait que lui demander de revenir à Aix, ce qu'il a accepté bien volontiers. Je l'en remercie énormément. Voilà, à vous. Oui, d'abord un grand merci à Jean-Marie Jaconneau. Je ne sais pas si j'ai vraiment mérité ce grand éloge, trop élogieux sans doute pour ce qui concerne ma modeste contribution à l'histoire de la philosophie moderne et contemporaine, l'école de Francfort et l'œuvre du philosophe Ernest Bloch. Mais je suis évidemment très heureux de pouvoir venir ici. Donc, après avoir été accueilli si chaleureusement au mois de décembre dernier à Marseille, lors du colloque Musique, Philosophie, Musique Utopie, colloque organisé à l'occasion d'un hommage pour Daniel Charre. Et je suis d'autant plus heureux d'être ici à Aix-en-Provence parce que c'est une université jumelée à l'université de Tübingen. L'université de Tübingen où j'ai été étudiant. C'est à cette université où, comme jeune étudiant, j'ai fait en 1963 la connaissance du philosophe Ernest Bloch, qui avait quitté la RDA en août 1961, quelques semaines seulement avant la construction du mur de Berlin. Donc, les échanges qui sont organisés entre ces deux universités. Donc, à l'époque, j'étais comme étudiant et j'ai fait ainsi un premier petit séjour à Aix-en-Provence. Je pense que c'était en 1964 ou 1965. Et j'ai gardé un excellent souvenir. Et en revenant ici, donc je trouve une ville maintenant beaucoup plus importante qu'à l'époque. Et ça me fait beaucoup de plaisir d'avoir la possibilité de parler ici, évidemment, du philosophe qui m'a probablement le plus marqué pour ma propre pensée et pour ma propre, disons, carrière philosophique. Bien sûr, il y avait aussi d'autres, comme Sartre par exemple, mais cette première rencontre avec Ernest Bloch à Tübingen en 1963 a beaucoup compté, évidemment. Donc je veux donc c'est ça mon propos aujourd'hui, l'esthétique blochienne de l'anticipation utopique et la philosophie de la musique. Je voudrais donc parler aujourd'hui d'un philosophe allemand qui est malheureusement encore presque un inconnu pour la plupart des étudiants de philosophie en France. À savoir un philosophe qui mériterait incontestablement sa place comme très grand penseur dans le panthéon de la pensée, mais qui a été très injustement marginalisé et qui est de toute façon, quelles que soient les raisons de cette marginalisation, pas assez lu en France et dans le monde, au moins en ce moment. Donc il s'agit en effet du philosophe Ernst Bloch, né en 1885 à Ludwigshafen, en Allemagne, et mort à Tübingen en 1967, à l'âge de 92 ans. Donc, pour commencer, je voudrais ici reprendre, avant d'aborder directement le vrai sujet de ma conférence, à savoir l'esthétique blochienne et sa philosophie de la musique, quelques idées de présentation générale qui se trouvent dans la préface de la réédition de mon livre Figures de l'utopie de la pensée d'Ernst Bloch, publié en 1985 chez Aubier et republié en 2009 avec une nouvelle préface de ma part aux éditions Hermann. Là, j'avais souligné que de tous les témoins du futur, et je voudrais reprendre cette formule à Pierre Bourretz, de tous ces témoins du futur nés entre 1842 et 1900, Ernst Bloch est sans nul doute celui qui a affronté les défis du XXe siècle, d'un XXe siècle complètement déchiré entre la tentation de réaliser les plus audacieuses utopies politiques et les expériences du pire, de la manière la plus radicale possible, en résistant avec son optimisme militant et sa pensée utopique de l'espérance à la perspective d'un nihilisme
au triomphe depuis longtemps annoncé. Il est aussi celui qui, de tous les penseurs critiques convertis dans les années 20 du dernier siècle au marxisme, est le plus imprégné, pratiquement au même degré que son frère et compatriote Walter Benjamin, par la théologie, au moins par une certaine religiosité qui plonge ses racines profondes non seulement dans le judaïsme, mais aussi dans certains courants mystiques chrétiens. Mais à la différence précisément de Benjamin, qui nous rappelle, dans ses thèses sur le concept de l'histoire, nous, dans une certaine résignation, que le concept du progrès devrait être fondé sur celui de la catastrophe, Ernst Bloch, non content de rassembler dans le principe espérance tout ce que la culture universelle peut comprendre de témoignages en faveur du futur et d'un monde suprasensible, pour les faire vibrer dans une langue illuminée d'éclats messianiques et nourrie par la pensée du souverain bien, nous esquisse aussi, à partir de sa théorie de la conscience anticipante, une pensée de la praxis qui articule directement les images de souhait et les rêves éveillés avec le concept de possibilité et de transformation du monde pour le meilleur, qui rejoint dans ses conclusions le rappel à l'ordre marxien contre Feuerbach que la tâche des philosophes est non pas de méditer abstraitement sur le monde, mais de le transformer. Donc l'adhésion sans réserve d'Ernst Bloch à ce mot d'ordre de Marx fait en effet de l'auteur de l'esprit de l'utopie et de la trilogie du principe espérance l'architecte et le défenseur d'une nouvelle philosophie de la praxis, où agir signifie avant tout dégager, libérer les tendances, ce qui peut aussi avoir la fonction concrète de la réalisation d'idéaux où l'essence non encore réalisée devient l'idéal et l'essence non encore réalisée est la tendance, mais où l'action individuelle ou collective est toujours guidée par un pré-apparaître, Vorschein en allemand, utopique, rendant possible une future utopisation et transformation du monde vers le meilleur. En s'appuyant à ce propos sur un matérialisme ouvert et à fonction utopique, qui défie radicalement toutes les conceptions réductionnistes et dogmatiques d'un matérialisme vulgaire et dogmatisé, notamment le stalinisme, et qui accorde aussi une légitimité à certains motifs d'une métaphysique tout à fait idéaliste, ce qui a probablement autorisé Jürgen Habermas à qualifier Ernst Bloch de Schelling marxiste. Ernst Bloch s'efforce aussi de jeter un pont du concept d'utopie scientifiquement et philosophiquement éprouvé, à savoir d'un concept d'utopie qui a cessé d'être une insulte et qui représente une anticipation objective et tout à fait possible vers le substrat dialectique matériel du devenir et de l'événement, donc de la matière. Et cette matière proto-utopique, nous enseigne Bloch, est inachevée, elle est a priori matière en avant, il est matière ouverte, ayant devant elle une carrière imprévisible dans laquelle nous, les humains, sommes d'ailleurs inclus. Elle est donc la substance du monde, mais le monde est a priori une expérimentation que la matière fait avec nous et avec elle-même. Elle est de par son essence même dunamaion, être en possibilité, selon la définition donnée par Aristote dans le livre Theta de la métaphysique. Et cela signifie concrètement que la réalité objective est non seulement un état de notre demi-savoir subjectif de quelque chose, mais essentiellement un état réel où sont présents des procédés et des contenus qui germent encore dans le monde et qui peuvent être extériorisés, concrétisé. Autrement dit, ce qui est objectivement, réellement possible, c'est ce qui est partiellement conditionné, mais il lui faut, souligne Bloch, toujours un facteur subjectif pour que le possible soit désigné de plus près par les conditions qui lui manquent encore pour la réalisation. Donc un non encore conscient, subjectif auquel correspond du côté objectif un non encore devenu, dialectiquement enchevêtré avec l'être en possibilité, le dunamaion, la matière elle-même n'étant que l'hypokeimenon, c'est-à-dire rien d'autre que le support matériel des conditions selon lesquelles quelque chose peut arriver ou non. Donc cette pensée du non encore a donc à la fois une dimension ontologique tendant vers l'esquisse d'une ontologie du non encore être, deux, une dimension morale et politique
revendiquant la conversion du matérialisme dialectique ou du marxisme en une doctrine morale. Troisièmement, une religion utopico-religieuse, une dimension religieuse prônant la prévalence d'une religiosité utopico-messianique révolutionnaire sur la pratique formalisée et conservatrice de la religion des églises. Et quatrièmement, et c'est de cela que nous parlons aujourd'hui, une dimension esthétique comportant une philosophie de la musique fondée sur la théorie du pré-apparaître utopique et une théorie de l'art réfléchissant en profondeur sur la dialectique entre le processus subjectif de création et l'objectivité des œuvres. C'est cette dernière dimension que j'aimerais aussi développer et expliciter dans cette conférence. Tout d'abord, une première tâche s'impose. Comment définir le concept blockien du pré-apparaître utopique? Tentons une réponse et une toute première définition. Dans le terme pré-apparaître, il y a deux mots. Il y a le pré et il y a l'apparaître. Cela renvoie directement à l'anticipation, à la surface des œuvres et dans leur structure propre, d'une image utopique ou d'un principe utopico-constructeur, par exemple celui qui a prévalu lors de la construction des cathédrales gothiques au Moyen-Âge, tandis que l'apparaître renvoie à la présence d'un réel symbolique dans l'objet même qui, comme le souligne entre autres Gerd Hüding, n'est pas une simple copie des figures processuelles et tendancielles dans l'œuvre d'art, mais qui signifie en même temps une présence objective renvoyant à sa capacité de transformation et à sa possible perfectibilité comme identité d'elle-même. Certes, c'est une définition assez difficile, hein, mais évidemment, ainsi, la vérité devient un simple mode de l'apparaître. Mais il importe de souligner qu'à ce propos, la définition blockienne du pré-apparaître, Vorschein, se distingue donc de celle donnée du Schein, à savoir du apparaître, par Hegel, qui, dans son esthétique, identifie explicitement apparaître, essence et vérité. Si bien que l'apparaître, dans l'esthétique hegelienne, n'est rien d'autre que la production, l'extériorisation, la manifestation de la vérité par l'œuvre d'art. Et ça vaut aussi, et surtout pour les œuvres musicales, bien entendu. Car, contrairement à Hegel, chez Ernst Bloch, le nom encore devenu de l'objet, de l'œuvre, se manifeste dans l'œuvre d'art comme quelque chose qui se cherche lui-même, préapparaissant dans sa propre signification. Et ainsi, le préapparaître est non seulement objectif, contrairement à l'apparence subjective, mais il est plutôt le mode d'être qui suscite la conscience utopique et lui signifie, pour ainsi dire, le nous encore devenu selon l'échelle de ses possibilités. Et ainsi, l'art est pour Ernst Bloch non seulement le reflet d'une vérité métaphysiquement déterminée, mais, comme le souligne entre autres Hüding, elle est structuration, Gestaltung, anticipante, pré-apparaissante d'une réussite non encore arrivée et en même temps stimulation d'une praxis révolutionnaire. Et en même temps, Bloch s'oppose-t-il apparemment à la catégorie du reflet, de l'esthétique lukáchienne, celle de la continuation du créé, Fortbilden en allemand, autrement dit, celle de l'activité esthétique, une catégorie qui décrit de manière adéquate l'essence dialectique du processus esthétique de l'œuvre dans sa multiplicité et dans sa médiation complexe, en tenant aussi compte du rétro-effet de cette dialectique sur la sphère de la conscience sociale et de l'action.